Bien que tout le monde se rassemble, je vais vous parler du Manananggal, une charmante créature mythique du folklore philippin. On la décrit souvent comme une femme qui aime dévorer les femmes enceintes endormies. Mais accrochez-vous bien. Pendant la journée, elle est toute pimpante et a l'air d'une vraie poupée. À la nuit tombée, toutefois, elle dissocie son buste de ses jambes et déploie ses grandes ailes de chauve-souris pour s'envoler dans l'obscurité à la recherche de victimes. Et elle ne s'arrête pas aux femmes enceintes, non. Elle se sert parfois de sa beauté pour égarer les hommes et les emmener dans sa cachette secrète, où elle se régale de leur cœur, de leurs intestins et autres organes internes toute la nuit. Si vous rencontrez un jour le Manananggal et que vous voulez l'empêcher de rattacher son corps avant le lever du soleil, il vous suffira de saupoudrer ses jambes de sel, de cendre ou d'ail écrasé. Plutôt facile. Alors gardez un œil sur cette merveille et n'oubliez pas vos gousses d'ail. Maintenant, écoutez ça. Il existe dans le folklore allemand une créature assez dingue, l'Alp. En gros, c'est un vampire mélangé à un incube, et il porte un chapeau génial appelé le Tarnkap, qui lui donne toutes sortes de pouvoirs. Ce type s'attaque aux femmes la nuit en troublant leurs rêves. Il aime le lait maternel et suce le sang des hommes et des enfants. L'Alp peut se transformer en toutes sortes de choses, en chat, en cochon, en chien, en serpent et même en papillon. Il a aussi un mauvais œil qui porte malheur et rend malade. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous protéger en cachant un manche à balai sous votre oreiller, en orientant vos chaussures vers la porte, en accrochant des fers à cheval au montant de votre lit ou en plaçant un miroir sur votre poitrine. Et si rien ne marche, laissez la lumière allumée toute la nuit et mettez-lui un citron dans la bouche si vous le surprenez en train de faire la sieste pendant la journée. Voici le Pontianak, un fantôme effrayant du folklore malaisien. La légende raconte qu'il s'agit d'une femme qui serait décédée en couche et qu'elle voudrait maintenant se venger. Mais ce n'est pas un fantôme comme les autres. Elle a de longs cheveux noirs, des ongles pointus et une robe blanche tachée de sang. Et attention, car c'est aussi un maître du déguisement. Elle peut se transformer en une véritable beauté pour attirer ses proies avant de leur arracher les entrailles. Si vous sortez la nuit et que vous entendez des cris de bébé ou des rires féminins, méfiez-vous. C'est peut-être le Pontianak qui vient vous chercher. Et si tout est silencieux, c'est peut-être qu'elle est juste au coin de la rue. Alors restez vigilants et ne vous laissez pas séduire par des femmes trop belles. Bienvenue dans la salle des monstres. Je vois que tu portes ton équipement de protection. C'est une bonne chose car pendant ta visite ici, ta sécurité n'est pas garantie. À chacun de tes pas, prends garde, car les monstres que tu verras sont les plus effrayants des contes japonais. S'ils ne te hantent pas pendant ta visite, ils hanteront tes rêves. Et laisse-moi te dire qu'aucun dessin animé n'aurait pu te préparer à ça. Je vois déjà le doute et la peur dans tes yeux. Alors commençons notre visite avant que tu ne perdes la petite lueur de courage qu'il te reste encore. Et quoi de mieux pour débuter que le Nopperabo ? Tu ne t'en rendras peut-être pas compte, mais il est heureux d'avoir de nouvelles victimes. Je veux dire des visiteurs. Le Nopperabo ressemble à s'y méprendre à un être humain ordinaire. Du coup, il peut se fondre facilement dans la foule. Mais les choses deviennent assez étranges lorsque tu te retrouves face à face avec lui, car il n'a pas de visage du tout. Sa tête est comme une boule lisse, mais le Nopperabo est tout à fait inoffensif. Il ne fait qu'effrayer les gens, c'est tout. Dans les légendes et les histoires, il le fait généralement en se faisant passer pour quelqu'un de familier auprès de ses victimes. Une fois qu'il a attiré leur attention, son visage s'efface, comme un dessin avec une gomme. Il ne reste plus que sa peau blanche et sans traits, sans yeux, sans nez, sans bouche. Ainsi, comme tu peux l'imaginer, sa véritable identité reste un mystère. L'une des histoires du Nopperabo concerne un pêcheur paresseux. Malgré les avertissements de sa femme, il part pêcher la carpe d'ornement dans un étang impérial et sacré. En chemin, il rencontre un autre pêcheur qui lui conseille également de ne pas y aller. Il n'en tient pas compte. Une fois arrivé à l'étang, une belle jeune femme le supplie de ne pas pêcher. Mais il ne l'écoute pas non plus. C'est alors qu'elle efface son visage. Lorsque le pêcheur se réfugie chez lui, effrayé, sa femme le réprimande pour sa faute et... Attention, spoiler! Elle efface son visage à son tour. Saviez-vous que selon la légende irlandaise, chaque famille a sa propre banshee? Apparemment, cette créature pousse un cri perçant lorsque l'un des membres de la famille est sur le point de mourir. Pas très subtil comme avertissement. Mais ne vous laissez pas tromper par ce cri sinistre.
Cette banshee est réputée être d'une beauté à couper le souffle, avec ses longs cheveux flottants et des yeux cramoisis à force de pleurer. On dit aussi qu'elle porte un châle gris sur ses vêtements verts. À la fois élégante et effrayante. Pourquoi pas? Certains disent même que la banshee peut se transformer en une douce jeune fille qui prédit le funeste destin de la famille en chantant « Hé, hé, hé !» Et si cela ne suffit pas à vous donner la chair de poule, on l'aurait aussi aperçue la nuit, recroquevillée dans les bois et pleurant à chaudes larmes. Une vraie fêtarde, n'est-ce pas? Alors la prochaine fois que vous entendrez un cri à vous glacer le sang au milieu de la nuit, n'oubliez pas que c'est peut-être la banshee de votre quartier qui passe par là. Je vais maintenant vous parler du Kaluppi-Luit. Cette créature est le croque-mitaine de l'Arctique. Elle vit près de la banquise et a la réputation d'attraper les enfants qui s'approchent trop près de l'eau. Mais ne vous inquiétez pas, ce mythe n'existe que pour la sécurité des petits. L'aspect de cette créature varie d'une histoire à l'autre, mais il y a quelques points communs. Sa peau est verte et visqueuse, ses cheveux et ses ongles sont longs. Ses mains sont palmées et elle porte une doudoune en plume d'eider. Et attention à ses nageoires, l'une d'elles émet un son qui vous paralysera. Mais n'ayez crainte, vous pourrez vous en sortir. Des chasseurs inuits astucieux ont compris que s'ils demandaient au Kaluppi-Luit de se transformer en phoque ou en baleine, ils pouvaient facilement en venir à bout et ramener une prise savoureuse à la maison. Miam. Certaines histoires racontent que ces créatures utilisent les enfants kidnappés pour prendre soin de leurs magnifiques cheveux. Un peu d'après-shampoing. D'autres disent que les enfants sont simplement dévorés ou servent de carburant à la jeunesse Kaluppi-Luit. Mais voici une piquante anecdote. Il était une fois une grand-mère qui ne pouvait pas nourrir son petit-fils et qui demanda à un Kaluppi-Luit de l'emmener. Les problèmes économiques de la tribu, une fois réglés, un jeune couple partit à la rescousse du petit garçon. Ils le trouvèrent attaché à des algues, mais chaque fois qu'il s'en approchait, le Kaluppi-Luit le ramenait sous l'eau. Ils attendirent donc le lever du soleil pour le détacher. Les Kaluppi-Luit sont peut-être effrayants, mais ils veillent bien sur les enfants. Et qui sait, peut-être vous donneront-ils des conseils pour vos soins capillaires. En parlant de poissons et d'étangs, voici les kappas. Ne te fie pas à leur aspect amusant de mascotte, les kappas sont de dangereux monstres qu'il vaut mieux éviter. Ces créatures, souvent représentées comme des tortues humanoïdes, vivent près des lacs et des étangs, parfois dans les rivières. Les kappas font généralement la taille d'un enfant humain, mais ils sont bien plus forts qu'un homme adulte. La couleur de leur peau peut varier du vert au rouge vif, voire au bleu. En outre, ils sont souvent visqueux ou couverts d'écailles. Aussi unique que puisse être chaque kappa, ils ont tous une carapace de tortue sur le dos et une bouche qui ressemble à un bec. Leurs mains et leurs pieds sont palmés entre les orteils et les doigts. Mais le plus caractéristique dans leur apparence, c'est l'objet en forme de bol qui se trouve sur leur crâne. Ce bol est considéré comme la source du pouvoir et de la force vitale des kappas, et doit être rempli d'eau en permanence. S'ils renversent le bol ou l'abîment, les kappas s'affaiblissent considérablement et ne peuvent plus bouger. Les kappas sont connus pour leur malice. Bien qu'ils puissent se lier d'amitié avec les humains, il faut toujours les approcher avec prudence, car ils pourraient essayer de t'attirer dans l'eau pour te manger. Mais il est également possible qu'ils t'invitent à un combat de sumo. Sache qu'ils sont très doués dans ce domaine avant d'accepter ce défi. Et si tu te retrouves dans un match, voici un conseil de pro. Et je trouve un moyen de faire s'incliner le kappa de sorte à ce que toute l'eau de son bol se renverse. Si, après avoir gagné le match, tu remplis à nouveau son bol d'eau, la créature obéira à tous tes ordres. Regarde cette femme, elle semble dormir paisiblement, n'est-ce pas? Mais regarde d'un peu plus près. Tiens, qu'est-ce qu'il a, son cou? Le Rokurokubi a l'air d'une femme ordinaire pendant la journée, mais la nuit venue, une fois endormie, son cou s'étire jusqu'à atteindre une longueur incroyable, et sa tête va se promener. Le Rokurokubi n'est pas moins effrayant que les autres créatures, mais il y a quelque chose qui le rend différent. Contrairement aux autres monstres, elle n'est pas née comme ça. C'était un être humain normal au départ, mais une malédiction l'a transformé à cause d'une mauvaise action ou d'un méfait. Et l'histoire est encore plus triste. En effet, le méfait en question n'est pas forcément le sien. Dans de nombreux CA, c'est le mari ou le père du Rokurokubi qui a mal agi, mais c'est elle qui en paie les conséquences, car la malédiction ne touche que les femmes. Si tu te dis que le Rokurokubi ne doit pas être si dangereux ni effrayant avec son histoire déchirante, tu as raison. Sa tête peut parfois attaquer de petits animaux.
Elle peut aussi faire des farces aux gens qui la croisent, mais c'est à peu près tout. Ce qu'elle aime par-dessus tout lors de ses voyages nocturnes, c'est lécher l'huile des lampes avec sa longue langue. Et oui, comme on dit, tous les goûts sont dans la nature. Le Nukecubi est la sœur du Rokurokubi. C'est une version améliorée et bien plus effrayante de ce monstre paisible, un peu comme un Pokémon. Voici maintenant le monstre chevalin le plus effrayant de toute l'Écosse. Le Nukelave ou Nukalave. Ce méchant garçon a un corps sans peau, une tête 10 fois plus grosse que celle d'un humain, et son haleine empoisonnée détruit les animaux et les récoltes. Il possède également des pouvoirs maléfiques qui peuvent semer le chaos dans toutes les îles. Mais n'ayez crainte, il existe une créature connue sous le nom de Meter of the Sea, qui peut contrôler cette bête terrifiante pendant les mois d'été. Le Nukelavi trouve ses racines dans le folklore nordique et orcadien et a été documenté pour la première fois au XVIe siècle par le mystérieux Joe Ben à l'aide de manuscrits latins. Ernest Marwick, écrivain et folkloriste orcadien, pense que cette créature marine maléfique est similaire au Nok norvégien, au Nuggle des Shetland et au Kelpie métamorphe, ou Kelpido. Alors, si vous vous promenez en Écosse et que vous rencontrez ce type effrayant, n'oubliez pas de faire appel à la Meter of the Sea. Ce gars-là est le Sud-Africain Tokoloshi. Il ressemble à un gremlin, mais crois-moi, il est bien plus méchant. Apparemment, les sorcières et les chamans peuvent l'invoquer grâce à leur pouvoir magique, mais il existe des moyens de contrôler ce fauteur de troubles. L'un d'entre eux consiste à lui donner du lait caillé. Apparemment, c'est ce qu'il préfère, et à lui dégager la frange. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez faire appel à un sorcier qui utilisera sa bonne vieille magie pour l'exorciser. Dans le folklore sud-africain, le Tokolosh peut se rendre pratiquement invisible en suçant un galet. Alors si vous voulez l'éloigner de chez vous, répandez du sel béni, aussi appelé sel de Tokolosh, sur les cadres de portes et les rebords des fenêtres. Ou, pour plus de prudence, mettez des briques sous les pieds de votre lit. Mieux vaut prévenir que guérir, pas vrai? Avez-vous déjà entendu parler de la chimère? Un véritable monstre. Cette femelle hybride qui crache du feu est composée de toutes sortes de parties animales. Son corps ressemble à celui d'un lion, sa tête à celle d'une chèvre, et sa queue se termine par une tête de serpent. Selon la mythologie grecque, la chimère est l'enfant de Typhon et d'Échidna, et la sœur de Cerbère et de l'hydre de Lerne. Une belle petite famille, n'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas, notre héros Bellérophon a réglé le problème. Le roi de Lycie l'envoya combattre la redoutable chimère. Et Bellérophon était un grand héros dont les monstres avaient très peur. La chimère n'était pas de taille pour notre ami et son fidèle Pégase. Même si le roi espérait secrètement que la chimère prenne le dessus sur Bellérophon, la justice l'a emporté et elle fut finalement vaincue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Celle du Nukecubi peut se détacher et flotter loin de son corps. Mais le pire, c'est qu'il lui arrive d'être assoiffé de sang. C'est alors que sa tête commence à s'attaquer aux humains pour étancher sa soif. Cependant, elle n'est pas invincible. Si son corps est déplacé pendant qu'elle dort et que sa tête flotte encore quelque part, celle-ci ne pourra pas venir se rattacher et s'en sera fini d'elle. J'espère que ça te rassure un peu. Tu vois un rouleau de coton? Je vois un monstre qui peut mettre ta vie en danger. Dans les contes populaires japonais, en particulier dans le mythe du Tsukumogami, les objets inanimés reçoivent une âme et peuvent donc devenir vivants et conscients après avoir servi leur propriétaire pendant une centaine d'années. Bien qu'ils soient généralement inoffensifs, ils peuvent avoir tendance à jouer de petites tours aux gens qui les croisent. Mais il arrive aussi qu'ils se mettent en colère et cherchent à se venger. Si les gens les ont jetés ou ne les ont pas bien traités, ils peuvent s'unir et attaquer. L'Itan-Momen est l'un de ces monstres objets. Ces draps longs et étroits qu'on utilise pour fabriquer des vêtements peuvent être aperçus volant dans le ciel nocturne. Ils sont souvent malveillants et attaquent les gens en s'enroulant autour de leur visage et de leur cou afin de les étrangler ou de les étouffer. Dans certains contes, il est dit que ces draps tourbillonnent et viennent s'enrouler autour des gens pour les emporter dans le ciel. Le rire du Joker te paraîtra plaisant en comparaison du rire de la Wariona. Il s'agit d'un monstre d'apparence féminine qui vit dans les montagnes. Malgré son aspect peu menaçant, sa rencontre risque de te causer quelques ennuis. Elle te sourira et commencera à se moquer de toi. Tu te rendras alors compte que son rire est quelque peu toxique et contagieux. Tu te mettras à rire à ton tour, et même si elle s'en va, tu continueras à rire jusqu'à en perdre le souffle et l'équilibre. Même si tu es assez fort pour résister à son rire, tu ne seras pas en sécurité. En effet, le simple fait d'entendre ce rire
quelle que soit la distance à laquelle elle ricane, suffira à te plonger dans la stupeur. Tu seras hanté par ce son agaçant et lancinant partout où tu iras, pour le reste de tes jours. Le triangle des Bermudes est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Certains sceptiques pensent que c'est juste cette haute fréquentation qui explique le fameux mystère du triangle des Bermudes. En termes statistiques, plus la zone est fréquentée, plus la fréquence des accidents et des disparitions est élevée. Bien que cela soit logique, ce n'est pas la fréquence des disparitions qui est à l'origine du mystère du triangle des Bermudes, mais l'absence d'explication ou d'épaves retrouvées. Lors de son tout premier voyage vers le Nouveau Monde, en 1492, Christophe Colomb a traversé le triangle des Bermudes. Ce dernier raconte qu'une nuit, alors qu'il était sur le pont du navire, il a remarqué l'apparition d'une lumière géante au loin, différente de tout ce qu'il avait vu auparavant. Colomb a regardé sa boussole pour s'orienter et elle a donné des lectures erratiques. Tu as peut-être remarqué que le triangle des Bermudes n'apparaît sur aucune carte du monde. Cela s'explique par le fait que les institutions officielles refusent de reconnaître l'existence de cette zone. Personne ne sait exactement combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes. L'estimation approximative est de 50 bateaux et 20 avions. La plupart du temps, les disparitions n'ont pas d'explication et aucune épave n'a jamais été retrouvée. Lorsque les avions TBF Avenger ont disparu, une gigantesque opération de recherche a été menée. Des bateaux et des avions ont fouillé le triangle des Bermudes à la recherche de tout signe de l'avion. L'un des bateaux de recherche était un aéroglisseur PBM-5 Mariner. Celui-ci a pris son envol à 19h27 et a émis un message radio de routine 3 minutes plus tard. Ensuite, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Aucune trace n'a jamais été trouvée de l'aéroglisseur de sauvetage ou des 5 avions Avenger. Une vaste enquête a été lancée sur la disparition de tous ces engins, mais rien n'a jamais été découvert. Le triangle des Bermudes est une zone où le climat est assez violent et imprévisible. Les tempêtes se forment rapidement et de manière inattendue, puis disparaissent peu après. Si tu clignes des yeux, tu risques de les manquer. Cela pourrait expliquer pourquoi peu de signaux de détresse sont émis. Les pilotes et les marins n'ont jamais vu venir la mauvaise météo. Une théorie très répandue suggère que les vagues scélérates sont responsables de ces nombreuses disparitions. Les vagues scélérates sont appelées vagues de tempête extrême par les scientifiques. Elles arrivent lorsque différents phénomènes météorologiques se produisent en même temps et provoquent de grandes vagues soudaines qui atteignent jusqu'à 30 mètres de haut. Les témoins disent que les vagues ressemblent à des murs d'eau géants. Ces vagues pourraient expliquer pourquoi les navires coulent rapidement et sans laisser de traces. Juste au large des côtes du Japon, tu trouveras le triangle des Bermudes de l'océan Pacifique. On l'appelle le triangle du dragon. Entre 1950 et 1954, 9 navires ont disparu dans cette zone sans laisser de traces. Le navire Kaiyo Maru 5 a été envoyé pour enquêter sur ces disparitions inexpliquées lorsqu'il s'est également volatilisé. Après cet incident, les autorités japonaises ont qualifié la zone de dangereuse et les marins ont été invités à l'éviter. Certaines personnes attribuent toutes les catastrophes à une quelconque activité paranormale extraterrestre. D'autres supposent qu'il s'agit de phénomènes naturels violents. Certains scientifiques pensent que la cause des anomalies est due aux changements environnementaux. Il y a aussi une très forte concentration d'hydrate de méthane au fond de l'océan dans la région des Bermudes du Pacifique. Ce gaz a tendance à se libérer et lorsque cela se produit, des bulles commencent à se former à la surface de l'eau. Ces éruptions de gaz peuvent interrompre la capacité de flotter et peuvent facilement couler un navire. À cause de cette réaction chimique, il ne resterait même pas une trace. Les volcans sous-marins seraient une autre explication possible du triangle du dragon japonais. En fait, ils peuvent même détruire de petites îles. Heureusement, personne n'y vit. Il est assez courant dans cette région que certaines îles disparaissent sous l'eau et que d'autres apparaissent sans prévenir en raison de l'activité sismique. Tu ne trouveras jamais le triangle du dragon sur aucune carte officielle du monde, donc personne n'est tout à fait sûr de sa taille réelle. En juillet 2015, 2 adolescents ont disparu après avoir pris la mer au large des côtes de la Floride. Le mystère plane sur ce que les 2 adolescents étaient réellement en train de faire. Ils ont dit à leurs parents qu'ils allaient simplement pêcher, mais ils ont dit à leurs amis qu'ils faisaient une traversée vers les Bahamas. Peu de temps après leur départ, une ligne d'orage s'est déplacée vers la région et les garçons n'ont jamais plus été vus. Une énorme recherche a été menée, mais malheureusement, rien n'a été trouvé. 1 an plus tard,
le bateau du duo a été retrouvé au large des Bermudes avec un iPhone cassé et quelques effets personnels à l'intérieur. L'une des théories les plus populaires et les plus étranges pour tenter de résoudre le mystère du triangle des Bermudes émane de Charles Berlitz. Il affirme que la région abrite la cité perdue de l'Atlantide. Selon lui, les navires et les avions disparus, ainsi que les équipements défectueux, ont tous été causés par les rayons d'énergie émis par les cristaux d'énergie spéciaux qui alimentent l'Atlantide. Bien que cela puisse paraître idiot, la théorie de Berlitz est suffisamment convaincante pour que plus de 20 millions de personnes aient acheté son livre dans le monde entier. Auparavant, les boussoles ne fonctionnaient pas bien dans le triangle des Bermudes, car les lignes des deux pôles coïncidaient à cet endroit, le vrai nord et le nord magnétique. Si tu tombes sur cette ligne, ta boussole se comportera bizarrement, mais le nord magnétique se déplace constamment et se trouve maintenant bien au-delà du triangle. Ta navigation est bonne, le matériel électronique aussi, mais le carburant du yacht est épuisé car tu as oublié d'éteindre le moteur. Aucune légende ne raconte que des pirates des siècles derniers opèrent dans le triangle des Bermudes ou que le Hollandais volant fait disparaître les autres navires. Une théorie populaire veut que les navires voyagent vers le passé ou le futur lointain à travers un portail temporel dans le triangle des Bermudes. Heureusement, ce ne sont que des mythes et toi, tu es bien ancré dans notre réalité. Et tu sais qu'il faut toujours attendre les sauveteurs. Imagine des centaines de tentacules géants qui se dirigent vers un groupe de navires qui naviguent dans le triangle des Bermudes. Dans les siècles précédents, ils auraient pu facilement couler une flotte entière, car les navires étaient en bois et plus légers. Le poisson-pierre. Les poissons-pierres ne vont pas gagner de concours de beauté, à moins que le concours ne soit celui du meilleur aspect de rocher. Leurs petits yeux non réfléchissants et leur peau rugueuse se fondent parfaitement dans leur environnement. Une grosse tête, une bouche encore plus grosse et une maison pleine de... Ouais, ce sont des pierres. Et ce n'est pas parce que tu es sur la plage que tu es en sécurité. Le poisson-pierre peut survivre pendant 24 heures hors de l'eau. Marcher sur l'un d'eux ou même le manipuler ne serait pas franchement amusant. Les épines de leur nageoire dorsale contiennent un venin extrêmement puissant. Il est libéré lorsqu'on leur marche dessus et peut entraîner une paralysie ou même un arrêt cardiaque. Tu auras besoin d'aide et vite. Pas étonnant qu'il s'agisse de l'une des créatures les plus dangereuses dans l'eau ou ailleurs. Sois prudent lorsque tu te faufiles dans les zones rocheuses. Ils adorent jouer à cache-cache. Le poisson dragon des profondeurs. S'il y avait un prix pour le poisson le plus affreux de l'océan, le poisson dragon des profondeurs le remporterait. Avec sa peau gluante, sans écailles, ses énormes dents et son visage que seule une mère pourrait aimer, ce vilain garçon des mers n'a rien à craindre. Il aime nager entre 213 mètres et 1829 mètres sous la surface de l'océan, là où les eaux sont les plus sombres et les plus froides. Comme d'autres créatures de cette liste, le poisson dragon des profondeurs se sert des parties bioluminescentes de son corps pour attraper ses proies. Il utilise aussi son appendice qui pend, doté d'une petite lumière rouge à son extrémité et qui sort de sa mâchoire inférieure. De nombreux poissons prennent cette petite lumière pour une proie, ce qui les attire directement dans les mâchoires du poisson dragon. Très malin, cher poisson dragon, très malin, en effet. Le poisson ogre. La fosse des Mariannes est une fosse sous-marine d'une profondeur de 10 668 mètres, soit près de 11 km sous la surface de l'océan. Laisse-toi couler. Les scientifiques savent que la fosse des Mariannes existe, mais c'est l'un des endroits les moins explorés de la planète. C'est aussi la zone la plus profonde des océans sur Terre. Et bien que de nombreuses créatures n'aient probablement pas encore été vues par l'homme, les scientifiques ont eu l'effrayant plaisir de faire connaissance avec le poisson ogre. Le poisson ogre porte bien son nom, il suffit de regarder cette chose. Ce poisson est carnivore et se nourrit d'à peu près tout ce qu'il peut trouver et qui se retrouve dans sa bouche muni de dents pointues. Ces poissons comptent sur leur chimioréception par contact pour trouver leur proie. En d'autres termes, ils peuvent sentir les résidus chimiques provenant d'autres organismes vivants dans les eaux profondes. En effet, ils ne possèdent pas de cellules productrices de lumière sur leur corps, contrairement à de nombreux autres poissons des profondeurs. En plus, il fait plutôt sombre là-bas, alors tout ce qui croise leur chemin, ils le dévorent. Bien qu'ils aient l'air effrayants, ils ne constituent pas une menace pour les humains. Ils mesurent seulement 18 cm de long. Malgré tout, je ne voudrais pas tomber sur l'un d'eux pendant une agréable baignade dans l'océan. Le Dincleostéus. Curieusement, ce poisson préhistorique surnommé le T-Rex des mers
n'avait pas de dents. Celles-ci étaient remplacées par des plaques osseuses qui lui permettaient d'avoir la morsure la plus forte parmi les autres monstres de sa taille. Le requin lutin. Si tu pensais que les films sur les requins étaient effrayants, la prochaine créature des profondeurs te fera jurer de ne plus jamais faire de plongeon dans l'océan. Cependant, il vit à 914 mètres sous l'eau, et tu ne le verras probablement jamais face à face. Le requin gobelin ressemble à un croisement entre un requin et une créature issue de ton pire cauchemar. Ces requins sont dotés d'un museau proéminent en forme d'épée et d'une mâchoire qui s'avance pour s'adapter. Contrairement aux autres requins qui ont plutôt une teinte grise, cette chose effrayante n'est pas très jolie en rose. En dehors de leur comportement effrayant, que savent vraiment les scientifiques sur le requin lutin ? Eh bien, pas grand-chose, si ce n'est qu'il peut atteindre 5 mètres de long. On dirait qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur ces gars-là, si tu oses te lancer. Accroche-toi bien, mon ami. Ces internautes sont tombés sur des choses effrayantes dans la vraie vie. Mais je suppose que tu ne veux pas t'approcher de CS Photo. Imagine que tu embarques dans un énorme Boeing et que tu es prêt à décoller. C'est la première fois que tu prends l'avion. Tu as peur, mais les gens te répètent que c'est sans danger. Tu réussis à te convaincre que tout va bien se passer jusqu'à ce que le pilote prenne la parole pour te donner des nouvelles inquiétantes. Bonjour à tous. Notre volume a été annulé pour des raisons de sécurité. Il semble qu'un nuage d'abeilles plane à proximité de l'une de nos ailes, et nous devrons les retirer avant le décollage. Je dois dire que c'est une première. Quant à moi, j'aimerais bien quitter l'avion, s'il vous plaît. Supposons que tu prennes toujours le chemin le plus long pour aller travailler. C'est l'un des moments de la journée que tu préfères, car tu peux profiter d'une promenade paisible, entourée d'un paysage magnifique. Tu traverses un étang boueux, comme tu en as l'habitude quand tu remarques quelque chose d'étrange. Que diable cela peut-il bien être ? Apparemment, il s'agit d'une colonie de vers rougeâtres qui vivent tranquillement. Je crois que mon estomac s'est légèrement retourné. As-tu déjà fait un voyage autour du monde avec ton sac à dos ? Si c'est le cas, alors tu t'es probablement inquiété d'une chose et d'une seule, les punaises de lit. Lorsque l'on arrive dans une nouvelle auberge de jeunesse, on vérifie généralement le matelas. Le pire est de dormir dans un lit rempli de ces petites créatures, puis de devoir laver tous ses vêtements le lendemain matin afin de ne pas les transmettre à d'autres établissements. Il me semble qu'une punaise de lit et un scarabée de science-fiction se sont battus dans le lit de cette personne, et voilà ce qu'il en est resté. Blague à part, cela me fait penser au reste d'un insecte. Mais quel insecte ? Je n'en ai aucune idée. Je dirais à cette femme, et à tous les propriétaires d'auberges, d'utiliser une sorte de protège-matelas, pour que les routards du monde entier cessent de se préoccuper de ces minuscules créatures. Tu viens de gagner un voyage tout compris à Hawaï. Ah, les plages de sable blanc et les incroyables couchers de soleil. Tu es heureux de quitter ton hôtel de luxe et de faire de longues promenades sur la plage. Mais attends, qu'est-ce que c'est ? On dirait qu'un homard s'est débarrassé de sa queue et que les restes flottent tranquillement sur le sable. Mais selon les experts, il ne s'agit pas d'un homard. Les homards ne se débarrassent pas seulement de leur queue. Il s'agit plutôt d'une sorte d'isopode. Les isopodes sont des crustacés qui se situent entre la crevette et le homard. C'est pourquoi tu pensais qu'il s'agissait d'un homard, hein ? Ils ressemblent aussi à des roly-poly géants. Sais-tu ce que c'est ? Quelqu'un a eu une infestation de roly-poly dans sa maison et cela ne ressemble pas à quelque chose que tu voudrais avoir à gérer. Imagine que tu passes tes journées à chasser ces minuscules créatures partout dans tes meubles. Non, merci. Quand j'étais enfant, j'adorais faire des farces aux gens. Mais je serais le premier à être complètement effrayé si quelqu'un me faisait une farce. Je suppose que la personne qui est tombée sur cette chose sur le mur de son bureau n'a pas été très heureuse. Mais bon, c'est peut-être le karma, non ? On récolte ce que l'on sème. Imagine que par un dimanche matin ensoleillé, tu es parti en randonnée avec tes meilleurs amis. Tu grimpes sur une montagne assez raide, couverte de végétation jusqu'aux genoux. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas ? Des insectes. Ce qu'il y a de bien avec les insectes, c'est qu'ils ne cessent de nous étonner. Il existe des variétés infinies d'insectes extrêmement rares et bizarres que l'on n'a jamais vues auparavant. Le premier que tu rencontres, c'est cette chose-là. Il est tombé du dos de ton chien. On dirait une graine de jacquier accouplée à une araignée et voici ce qui est sorti de cette union. Espérons que ce n'est qu'un insecte bizarre et qu'il n'est pas menaçant.
Ta chaussette s'est aussi fait quelques copains en chemin. Regarde le nombre de tiques dont elle t'a protégé. La prochaine fois que tu feras une randonnée comme celle-ci, tu devrais emporter un insectifuge, mais un produit fort et efficace. Tu sais, un truc comme les répulsifs à ultrasons, qui perturbent l'activité des tiques et des insectes, de sorte qu'ils ne puissent plus s'échapper. Le scalet féroce. Ce requin est une horreur vivante, avec des dents inférieures grandes et pointues, tandis que les supérieures sont beaucoup plus petites. Lorsque ses dents tombent, le requin les mange pour obtenir son niveau de calcium. Une solution plutôt intelligente pour un requin. Le requin lézard. Étudier le requin lézard, c'est comme regarder à travers un portail vers les temps préhistoriques. En effet, les scientifiques pensent que ces requins, qui ressemblent à des anguilles, n'ont pas beaucoup changé depuis que leurs ancêtres les plus anciens ont parcouru les eaux profondes, si bien qu'on les appelle parfois des fossiles vivants. La bouche de ces animaux est remplie de 25 terrifiantes rangées de dents pointues orientées vers l'arrière, 300 au total. Elles sont conçues pour saisir les proies et les tenir fermement afin qu'elles ne puissent pas s'échapper, selon les premières études sur le requin réalisées en 1884 et publiées dans le bulletin de l'Institut Essex. Heureusement pour les nageurs, ces bêtes vivent entre 119 mètres et 1280 mètres sous la surface de l'océan, de sorte qu'ils ne les rencontreront probablement jamais. Tout est dans le « probablement ». C'est probablement le pire cauchemar de tout dentiste. L'Astroscopus guttatus. Regarde ce petit bout de chou. L'Astroscopus guttatus n'est certainement pas une créature que l'on souhaite voir au fond de l'océan. Cette horrible créature cache son corps sous le sable et laisse son visage au-dessus pour attendre sa proie. Le requin tapi barbu. Voici un autre requin tapi dans notre liste. Il se couche au fond de la mer et attend patiemment le passage de sa proie. Le requin fantôme d'Australie. Le requin fantôme d'Australie n'est pas vraiment un requin, mais un poisson très osseux. C'est aussi un fossile vivant. Il n'a pas changé au cours des 400 derniers millions d'années. Crois-le ou non, les requins et les humains ont un ancêtre commun qui vivait il y a environ 440 millions d'années. Même si nous avons tous deux évolué à notre manière, il existe encore des signes de ce lien. Par exemple, le génome d'une chimère éléphant est très similaire à celui des humains. Le liopleurodon. Cette liste de créatures terrifiantes serait incomplète sans mentionner le terrifiant et préhistorique liopleurodon. Ce reptile marin carnivore existait au stade calovien du Jurassique moyen et régnait sur les eaux avec ses 2,7 mètres de long. Les scientifiques pensent que le liopleurodon vivait dans une fosse sous-marine profonde grâce à sa capacité à nager sur de longues distances et à ses 4 membres en forme de pagaie. S'ils n'étaient probablement pas capables de se propulser vers leur proie comme d'autres animaux de la région, ils parvenaient néanmoins à accélérer et à attaquer de manière absolument impitoyable et efficace. De plus, ils se servaient de leur long museau pour sentir leur proie, ce qui amène les scientifiques à penser qu'ils ne dépendaient pas de la vue pour chasser. Cela signifie qu'ils auraient pu survivre dans l'obscurité de la fosse des Mariannes. Il y a environ 150 millions d'années, le liopleurodon s'est éteint en raison de la concurrence pour les proies avec d'autres reptiles marins en plein essor. Et je pense que je parle au nom de tous lorsque je dis « Merci mon Dieu pour cela ». Le kraken est un calamar colossal, un monstre marin légendaire. Le plus gros morceau de calamar que tu aies jamais vu. Et si ce monstre avait vraiment existé, le monde aurait changé au point d'être méconnaissable. Eh oui, le kraken a de puissants tentacules, des muscles solides avec des ventouses au bout, alors il serait impossible de s'échapper de son emprise. Il peut briser un navire en deux ou simplement le tirer vers les profondeurs. Mais le pire de tout, c'est sa taille. D'après de vieilles histoires de marins, le kraken atteignait une longueur de 1500 mètres. Cela fait presque 10 terrains de football. Peut-être que le kraken pourrait jouer au foot. Les légendes du kraken disent que le monstre était tellement énorme que les marins le prenaient pour une petite île. À aucun moment au cours des siècles passés, il aurait été possible de vaincre une telle bête. Si le kraken avait existé en réalité, il aurait pu avoir des petits. Bah oui, dans tous les océans du monde, il y aurait donc d'autres monstres géants capables de couler n'importe quel navire.
Il est peu probable que le kraken aurait eu des concurrents dans son habitat, donc sa population aurait augmenté fortement. Vu sa taille, il aurait eu besoin de beaucoup de nourriture, donc la population des autres grands animaux marins aurait considérablement diminué. Les baleines bleues, les grands requins blancs, les autres calmars géants, toutes les grandes créatures marines auraient été en danger. À cause de cette diminution des grands poissons dans l'océan, de nombreuses personnes seraient peu à peu mortes de faim. Les économies urbaines qui dépendent de la pêche seraient elles aussi en déclin. Les prix des petits poissons dans le monde entier augmenteraient parce que ce serait devenu dangereux de les pêcher. Pour vaincre le kraken, il faudrait des armes puissantes, mais le monstre serait tout de même vraiment difficile à attraper. Le kraken appartient au genre des céphalopodes. Cette espèce comprend le calamar et la pieuvre, certaines des créatures les plus intelligentes de la planète. Voilà pourquoi le kraken est un chasseur habile qui ne se battrait jamais à découvert. Alors, que peux-tu faire ? Tu ne peux pas le suivre car il vit dans les profondeurs, pas à la surface de l'eau. Tu peux cependant deviner que le monstre se trouve quelque part à proximité si beaucoup de poissons remontent à la surface. En effet, lorsque le kraken nage, il effraie tous les poissons des alentours. Mais il est peut-être déjà trop tard. Un énorme tentacule de la taille d'une grande tour émerge de l'eau. Cette sorte de tour massive tombe sur le pont du navire et le fait voler en éclats. Les marins crient et courent dans tous les sens. Le kraken donne un second coup et le navire a déjà presque chaviré. Ensuite, il enroule ses tentacules géants autour du navire et le tire vers le fond. Oh là là ! Mais et si les marins parvenaient à dégager le navire des tentacules du monstre ? Oui, l'équipage du navire riposte à l'aide d'armes puissantes. Le kraken disparaît sous l'eau. Il est blessé et en colère. On pourrait se dire que la bataille est terminée, mais non, le pire reste à venir. Un tourbillon se forme à côté du navire. Grâce à son énorme poids, lorsque le monstre plonge, il crée un tourbillon derrière lui. Cela fonctionne comme le drain dans une baignoire géante, et ce tourbillon aspire le navire vers le bas. La bataille avec le kraken est encore perdue. Ce n'est vraiment pas de chance. Tu pourrais peut-être vaincre le monstre si tu réussissais à anticiper son attaque. Mais le kraken peut te voir, toi et ton navire, avant que tu puisses te douter de quoi que ce soit. Les calamars colossaux vivent dans les eaux profondes et ils ont les plus grands yeux du règne animal. L'œil du calamar a en effet la taille d'une assiette. Grâce à cela, ils peuvent voir leur proie de très loin. De plus, un kraken repérerait le navire bien plus tôt qu'un sonar pourrait le faire. Il aurait toujours l'œil sur toi. Eh bien, que de mauvaises nouvelles. Dans le monde entier, le transport de marchandises par bateau serait en déclin. Les compagnies aériennes assureraient la seule liaison sûre entre les continents et cela augmenterait la pollution de l'air. L'ennemi le plus efficace du kraken serait le sous-marin. Ces derniers peuvent voyager à de grandes profondeurs et sont équipés de puissants écolocalisateurs. Cela leur permettrait de détecter le kraken à l'avance. Les sous-marins sont également bien armés et leur corps rond et métallique n'est pas si facile à détruire. Ok, un seul kraken pourrait être vaincu par un sous-marin, mais qu'en serait-il si plusieurs monstres marins étaient au même endroit ? 3 krakens pourraient enrouler leurs puissants tentacules autour du sous-marin et l'entraîner vers les profondeurs où la pression détruirait leur ennemi. En d'autres termes, ils te feraient craquer. L'existence du kraken aurait considérablement changé le développement de nombreux pays. Et si Christophe Colomb, lors de son célèbre voyage, avait vu une île qu'il aurait prise pour le Nouveau Monde ? Il s'en approche, mais soudain, des tentacules sortent de l'île et coulent le navire de Christophe Colomb. La colonisation de l'Amérique du Nord aurait été retardée, peut-être jusqu'à ce que les avions soient inventés. Et le premier vol avec équipage n'aura lieu qu'au XXe siècle. Il n'y aurait pas d'Hollywood, de hamburgers ou de musique américaine célèbre. De même que YouTube, ce qui signifie que tu ne regarderais pas cette vidéo en ce moment même. Le pire, c'est qu'Internet n'existerait pas non plus, et tout cela à cause d'un stupide calamar monstrueux. Les Vikings n'auraient pas navigué sur leurs dracars pour faire des raids et coloniser des territoires étrangers. L'histoire de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et des autres pays nordiques aurait complètement changé. Peut-être que le Titanic n'aurait pas heurté un iceberg, mais plutôt un monstre marin géant à sa place. Cela dit, il est peu probable que les gens auraient effectué des voyages sur d'énormes paquebots dans un monde peuplé d'un dangereux kraken. Mais laisse-moi penser, et si le kraken n'était pas si agressif qu'on le pense ? Il aurait cependant toujours besoin de beaucoup de nourriture, et à cause de la population croissante de ces monstres, il y en aurait justement de moins en moins dans l'océan. Par conséquent, il lui faudrait remonter de plus en plus à la surface pour aller chasser. Avec le temps, le kraken migrerait donc plus près des rivages. Dans de nombreux pays, les gens n'auraient pas le droit de se baigner dans l'océan.
Imagine que tu flottes tranquillement dans l'eau et qu'un monstre de la taille d'un gratte-ciel nage juste en dessous de toi. Au cours des 30 dernières années, les scientifiques ont fait une incroyable découverte d'une nouvelle créature vivant profondément sous la surface de l'océan. Le nom de cette créature est l'éponge harpe. Si tu te demandes pourquoi il a fallu tant de temps pour découvrir cet animal, il faut savoir qu'il vit généralement à une profondeur d'environ 3400 mètres sous la surface de l'océan. Cette espèce d'éponge a été découverte pour la première fois au large de la Californie grâce à un robot suffisamment solide pour explorer ces profondeurs extrêmes que l'océan a à offrir. C'est sans aucun doute une zone de la planète où même les créatures à l'apparence la plus bénigne peuvent être potentiellement dangereuses. Et les scientifiques ont été surpris de constater que cette créature était bien plus qu'une simple éponge. Cela peut sembler évident, mais l'éponge harpe a été baptisée ainsi parce que sa structure de base, appelée aube, a la même forme qu'une harpe. Chaque aube est composée d'une branche horizontale soutenant plusieurs branches verticales parallèles. Mais ne te laisse pas tromper par l'apparence fantaisiste et amusante de l'éponge harpe, ou par son joli nom. C'est un redoutable chasseur des profondeurs. Elle a une capacité unique de capturer et d'envelopper de petits animaux à l'aide de ses rhizoïdes, des fibres courtes et fines. Grâce à elle, l'éponge harpe s'accroche au fond vaseux et mou de l'océan et attrape les minuscules créatures qui se retrouvent prises dans ses branches par les courants des profondeurs. D'autres créatures spongieuses se nourrissent souvent en prélevant des bactéries et des morceaux de matière organique de l'eau de mer et en les filtrant à travers leur corps. Mais pas notre éponge harpe. Au lieu de cela, elle attrape son futur repas avec de minuscules crochets barbelés qui recouvrent chacune de ses branches. L'éponge harpe a une préférence pour les petits crustacés comme les crabes, les écrevisses et les crevettes. Une fois qu'elle en tient un dans ses griffes, elle enveloppe l'animal d'une fine membrane avant de commencer à le digérer lentement. Les chercheurs pensent que l'éponge harpe utilise cette méthode d'alimentation car il n'y a pas assez de nutriments en profondeur. Cela rend l'alimentation traditionnelle par filtrage des particules moins efficace. Les recherches ont montré que cette créature est encore en train d'évoluer. Les premières éponges harpes que les chercheurs ont trouvées n'avaient que 2 aubes. Mais plus tard, les scientifiques ont découvert d'autres spécimens qui avaient 6 aubes. L'éponge harpe pourrait avoir évolué vers cette structure élaborée, ressemblant à un bougeoir, pour augmenter sa surface. En général, les éponges harpes atteignent une taille de 30 cm, mais les chercheurs en ont trouvé une qui en faisait le double. L'éponge harpe est aussi belle que rare. Tu vois ces petites boules blanches au sommet des branches ? Maintenant, pourquoi ne pas se pencher sur d'autres créatures qui vivent sous la zone photique des océans de la Terre ? Il s'agit de la zone située sous la surface de l'océan qui reçoit encore un peu de lumière du soleil. Grâce à cela, de nombreux organismes et créatures y prolifèrent. Tout animal vivant au-delà de cette zone est considéré comme une créature abyssale. Le ver Annelide tomopteris est un ver segmenté que l'on trouve dans la zone crépusculaire de l'océan. Il s'agit de la zone qui se trouve entre 200 et 1000 mètres sous la surface. Ces créatures ne font souvent pas plus de 2,5 cm de long, mais les plus grandes d'entre elles peuvent mesurer jusqu'à 30 cm. Lorsqu'ils nagent et se nourrissent, ces vers effectuent ce que les chercheurs décrivent comme une incroyable danse. En effet, ils peuvent nager à grande vitesse et opérer très facilement des virages à des angles serrés. Lorsqu'on entend le mot « ver », on pense généralement au ver de terre commun. Il est donc intéressant de savoir qu'il existe un ver des profondeurs qui ne sort jamais de l'eau de toute sa vie. La plupart d'entre nous essaient d'éviter le contact avec les méduses échouées sur le sable ou celles qui nagent près de la surface. Mais tu ne risques pas de rencontrer la méduse Crossota, qui est aussi une créature abyssale. Cette magnifique méduse est généralement de couleur rouge rubis, orange vif ou violet électrique. C'est ce qui a permis aux chercheurs de réaliser qu'ils avaient trouvé une nouvelle espèce de méduse. La créature atteint une taille maximale de 2,5 cm de diamètre. Elle a des tentacules qui s'étendent dans toutes les directions. Si tu t'en approches, elle rassemblera tous ses tentacules vers son corps avant de s'éloigner rapidement à la nage pour éviter le danger. La méduse Crossota est extrêmement rare. Tu ne la verras pas très souvent. Et tu devras peut-être utiliser le robot de plongée profonde dont on a déjà parlé.